on vous dit qu'on veut faire le dosage d'une solution d'ADN par spectrophotométrie UV et qu'on obtient une DO égale à 0,78. On vous demande quelle est la quantité d'ADN contenue dans 15 microlitres de cette solution. Et dans l'énoncé, on vous donne une information que vous ne pouviez pas savoir avant. On vous dit que pour l'ADN, si vous mesurez une unité DO, c'est-à-dire que si l'appareil affiche DO égale 1, cela signifie que la solution d'ADN contient 50 nanogrammes par microlitre d'ADN. C'est une règle, c'est le fameux système de comparaison. Ici, il est directement en comparaison avec un seul. Voilà. On a constaté qu'une solution de 50 nanogrammes par microlitre d'ADN absorbe une unité d'eau. Donc, pour déterminer la quantité, maintenant, il faut d'abord calculer la concentration de la solution. Toute simple règle de 3, si la DO est égale à 1, cela correspond à 50 nanogrammes par microlitre. On nous l'a donné. Ça, c'est la première partie, le premier terme de la règle de 3. Qu'est-ce qu'on a? On a une DO égale 0,78 qui correspondra à X. X qui sera égal à 0,78 fois 50 divisé par 1. Et on trouve 39 nanogrammes par microlitre. Simple règle de 3. Nina? Non. Bon. Alors, cette règle de 3, s'il vous plaît, il faut essayer de passer quand même à l'écrire par écrit. Vous le reverrez, c'est des choses que vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Donc ici, nous avons déterminé la concentration. De nouveau, on nous demande la quantité. Nous, on sait ce que c'est qu'une quantité. Une quantité, c'est égal à C fois V. Et on vous demande de calculer la quantité dans 15 microlitres. À partir de cela, qu'est-ce que j'écris? Que signifie 39 nanogrammes par microlitre? Ça veut dire qu'un microlitre, que si je prélève 1 microlitre de cette solution, c'est comme si j'avais prélevé 39 nanogrammes d'ADN. 1 microlitre contient 39 nanogrammes d'ADN. Donc, dans 15 microlitres, on aura 15 fois plus et on vous trouvait un résultat, quantité d'ADN dans les 15 microlitres qui est égal à 585 nanogrammes. Très bien. Maintenant, deuxième partie de l'exercice. 500 microlitres d'ADN, c'est là que ça change par rapport à votre énoncé. 500 microlitres d'ADN qui a une absorbance de 0,456. Et on vous demande de déterminer la concentration d'ADN. Et on vous précise que l'absorbance ou la DO a été réalisée dans une cuve en quartz. Première question, pourquoi utilise-t-on une cuve en quartz? Tout à l'heure, quand on a fait le dosage du glucose, on n'a rien précisé concernant la cuve. La cuve, tout le monde a compris, se rappelle, la cuve, c'est le tube qui sert à mettre dans l'appareil. Alors, on ne l'appelle pas tube parce que c'est une cuve comme ça, rectangulaire. Voilà, on l'appelle cuve. On a dit qu'ici, ça faisait 1 cm de largeur, et c'est ça une cuve de spectro. Donc, dans l'exercice précédent, on n'a pas précisé si on utilisait une cuve en quartz ou en verre ou en plastique. Ici, on vous demande pourquoi on utilise une cuve en quartz. Si quelqu'un a la réponse, bien sûr, c'est pareil, c'est le retour au cours. Quand on travaille dans l'ultraviolet, quand on est en UV, on ne peut pas, on est obligé d'utiliser une cuve en quartz qui est une matière encore plus transparente que le verre et le plastique, car le verre ou le plastique absorbe les UV. Deuxième question, il faut dire si c'est vrai ou faux. La longueur d'onde utilisée est de 260 nanomètres.
bien entendu, pareil, c'est vu en cours, vous le savez, vous êtes des généticiens, bien entendu. Après, il faut préciser comment ça se fait que les acides nucléiques absorbent la lumière ultraviolette à 260 nanomètres. C'est grâce à à quel constituant? Est-ce que c'est les phosphates de l'ADN qui sont responsables de l'absorption? Que non. C'est dans le cours, et vous le savez, c'est les bases azotées qui absorbent à 260 nanomètres. Comme dans les protéines, lorsqu'on vous dit que les protéines absorbent à 280 nanomètres, pourquoi? C'est grâce ou à cause de la présence des acides aminés aromatiques. Donc dans les acides nucléiques, c'est la même chose. C'est ce composant de base qui absorbe. Donc les bases azotées sont des hétérocycles qui absorbent à 260 nanomètres. Voilà, les bases C, T et A. Vous voyez que G n'absorbe pas tout à fait à 260 nanomètres. Mais globalement, voilà le spectre d'absorption de chaque base azotée et on voit que le maximum d'absorbance est à 260 nanomètres. Très bien. Petit d. Sachant que la DO à 280 nanomètres est égale à 237, est-ce qu'on peut dire que la solution d'ADN n'est pas contaminée par des protéines? On ne peut pas faire autre chose que de revenir à des données de cours. C'est un contrôle de qualité d'ADN, c'est-à-dire que quand on a fait une extraction d'ADN, je vais prendre le tube que j'obtiens, diluer un petit bout maintenant, bien sûr, je ne vais pas gaspiller tout l'ADN que j'ai extrait pour faire un petit dosage de rien du tout. On va prélever 1 microlitre ou 2, on dilue et on va faire la mesure au spectrophotomètre. Seulement, je ne la fais pas que à 260. Je considère qu'à 260, j'ai fait la mesure de la quantité d'ADN, mais je mesure également la DO à 280. Donc pour le dosage, ce sera juste celui-là qu'on utilise, bien sûr. On vient de faire des exemples. Mais si je veux faire le contrôle de qualité, c'est-à-dire vérifier si mon extraction a été réussie, il faut que je mesure la DO à 280 et que je mesure le rapport DO 260 sur 280. Et là, c'est quelque chose que l'on retient comme tel. Si alpha est compris entre 1,8 et 2, on accepte l'extraction, on dit que l'extraction a été bien menée, qu'on n'a pas de contamination. Si alpha est inférieur à 1,8, ça veut dire que celui-là a grandi. Ça veut dire que j'ai trop de protéines. Je ne vais pas jeter l'échantillon, hein. Je vais aller refaire une extraction sur le même échantillon. Je vais essayer d'éliminer encore les protéines. Si alpha est supérieur à 2, on aurait pu se dire c'est bien, ça veut dire que Hada il a augmenté et que Hada il a rapetissé. Mais non, si alpha est supérieur à 2, ce n'est pas la quantité d'ADN qui augmente à l'infini, c'est qu'il y a trop d'ARN. Et donc, le rapport dans l'exercice était de 0,457 divisé par 0,237, qui correspond à un alpha de 1,93 et qui me permet de dire que c'est un ADN de bonne qualité. Alors, la concentration d'ADN, s'il vous plaît, ça ne sert à rien. Alors, dernière question. Pour la solution d'ADN natif, c'est-à-dire intact, la DO est égale à 0,456. On vous demande si on dénature la solution d'ADN, comment évolue la DO? Est-ce qu'elle sera égale? Elle ne change pas? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'elle augmente? Comprenez bien la question. Si on effectue la dénaturation d'une solution d'ADN, visualisez ce qui se passe. Est-ce que, à votre avis, quand je vais remettre ce tube dans le spectro, est-ce que la DO reste la même ou elle change? Oui, oui, Shahrazad.
va changer, elle va augmenter. Très bien. Pourquoi? Petite justif, Sharazet. Bien entendu, je pose la question. Qui absorbe? Ce qui absorbe, c'est les bases azotées, on a dit. Elles sont là, les bases azotées. Est-ce que tout le monde est d'accord? Dans l'ADN natif, les bases azotées, elles sont cachées, elles sont enfouies les unes à les autres. Donc, elles n'absorbent pas beaucoup. Par contre, lorsque vous dénaturez, les bases, elles sont exposées, donc elles vont absorber plus de, de lumière. C'est le fameux effet hyperchrome dont on vous a parlé très probablement en deuxième année dans les propriétés de base de l'ADN. Ici, ça absorbe de la lumière à cause des bases azotées, mais ces bases azotées sont toutes cachées à l'intérieur de la molécule. Alors que là, lorsque vous faites la dénaturation, elles sont bien exposées, donc elles vont absorber beaucoup. Donc l'effet hyperchrome, le voilà. Si on fait le spectre de l'absorption de l'ADN natif, on obtient ça, maximum d'absorbance à 260. Mais lorsqu'on le dénature, on obtient une courbe qui est superposée, mais plus grande. C'est parce que les deux brins sont séparés. Ça fait partie des méthodes, des expériences de base qui ont permis aux scientifiques de comprendre qu'il y a deux brins et tout. D'accord? On ne vous les met pas vraiment en contexte, mais il faut comprendre que c'est toutes ces petites mesures qui ont facilité la compréhension de la molécule de l'ADN. Très bien. On passe à l'exercice 3, donc, pour lequel vous n'avez pas reçu encore le corrigé. On va le faire ici avec une présentation peut-être légèrement différente. Bien entendu, je rappelle que je vais envoyer tout ça et à la fin de la séance, je vais vous dire comment nous allons travailler dorénavant. Donc, pour l'exercice 3, on vous dit que c'est un dosage de protéines. Alors, je n'ai pas l'énoncé sous les yeux et c'est ça que je complète. Il faut que je change un peu. On vous dit que c'est le dosage des protéines par méthode colorimétrique de Bradford. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une méthode dans laquelle on va utiliser un colorant comme pour le glucose. On vous dit qu'on fait des dilutions en cascade de l'échantillon X. Pourquoi? Parce qu'on vous dit on ne sait pas est-ce qu'il est concentré ou bien dilué. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'ai réussi à obtenir mon échantillon biologique? J'en prends une petite partie pour faire le dosage. Seulement, pour ne pas me retrouver avec une valeur qui est trop en dehors de la gamme étalon, je vais faire des dilutions. Je dilue mon échantillon, on vous dit ici en cascade. Ce qui est caché dans l'énoncé, alors que je voyais que vous n'êtes pas encore au point pour ces choses-là, vous n'avez pas fait de TP ni rien du tout, donc c'est tout à fait normal. Je n'ai pas assez bien précisé, dans l'énoncé c'est écrit, on fait sur 100 microlitres. Ça fait partie des choses qu'il faut détecter. On vous dit, le protocole utilise 100 microlitres de chaque dilution. C'est-à-dire le protocole consistera à prendre 100 microlitres d'échantillon et ajouter un colorant. Et le tableau qui vous est donné vous donne les absorbances à 595 nanomètres. Et on vous a donné ça dans votre, comment on dit, dans votre série de TD. Et après cela, je vous ai donné une courbe étalon qui était faite. Voilà la gamme étalon. Je réalise qu'on ne comprend pas bien. Donc, dès le début, voilà ce qu'on vous donne. Pour la gamme étalon que nous avons préparée, parce qu'est-ce que je peux faire ça sans avoir fait ça, les jeunes? Est-ce qu'on peut mesurer l'absorbance de l'échantillon, des échantillons dilués, si on n'a pas fait cette gamme étalon? Ça ne servira à rien. Parce que cette gamme étalon, c'est celle-là qui me permettra de dire, ah, chauffe, quand la concentration hadihiya, haïlik la couleur.
Kitcone 50, highlight la couleur. C'est ça qui va me permettre de déterminer à partir de la couleur de l'échantillon X, donc les deux doivent être donnés en même temps. C'est ça que je vais rectifier dans l'exercice principalement. Donc dans cet exercice, voilà la gamme étalon. Elle vous a été donnée, c'est pas comme tout à l'heure calculer la concentration. Vous l'avez direct. On vous dit une solution qui contient 25 microgrammes par millilitre de protéines que je colore avec le bleu de Koumassi va me donner une absorbance de 0,15. Si c'est 50, c'est 0,30. Si c'est 75, si c'est 100. D'accord? C'est le fameux système de comparaison. En parallèle, on a utilisé la même méthode pour déterminer la concentration dans un échantillon X sans dilution, X sur 2, X sur 4, X sur 8, X sur 16, X sur 32. Là, normalement, j'ai placé l'exercice dans son contexte. Maintenant, ce qu'on vous demande, je fixe encore. Le volume d'échantillon est fixé par le protocole, c'est 100 microlitres. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre 50 ou la 200 ou la comme je veux. Non, non. Là, il est fixé. On vous dit, le protocole dit 100 microlitres d'échantillon. L'échantillon, rappelons-nous, qu'est-ce qu'on appelle un échantillon? Des solutions variables. J'ai l'échantillon du blanc réactif. C'est quoi? C'est de l'eau. On a dit qu'on remplace l'échantillon par de l'eau. C'est celui qui va me permettre de régler le zéro de la taille. Pour la gamme étalon, ça sera 100 microlitres de solution protéique de concentration croissante. C'est-à-dire, c'est moi qui vais préparer les tubes, donc les tubes 25, 50, 75 et 100. Je vais mettre dans ces tubes la quantité, la concentration que je veux, mais j'en prendrai de chacune 100 microlitres. Et enfin, l'échantillon biologique, c'est 100 microlitres de solution X qui a été diluée avec des concentrations donc de plus en plus petites. Et on vous dit comment on obtient les dilutions successives. C'est bien sûr, on vous a dit en cascade. Comment réalise-t-on les dilutions en cascade? Est-ce que vous avez une idée de comment on fait des dilutions en cascade? Oui? Je n'ai pas dit qu'elle avait la main. Enfin, qu'elle te On levait la main. dilue une première fois, on aura l'échantillon dilué avec un œuf, et puis celui-là, on va le rediluer encore une fois, et on va répéter ainsi de suite plusieurs fois. Très bien. Normalement, si j'ai bien compris, normalement, vous auriez dû avoir fait ça en microbio. Sauf qu'en microbio, la dilution en cascade, quand je dis la dilution en cascade, ça peut être de demi en demi, ça peut être de 4 en 4, ça peut être de 10 en 10. Alors le procédé, il est tout simple. Voilà notre échantillon X. Combien je dois en prélever pour commencer? Donc ça sera le tube non dilué. Allez, tout le monde. Est-ce que je vais prendre 100 microlitres? Si je prends 100 microlitres, quel est le problème? J'aurai atteint le protocole, 100 microlitres. Comment je vais prélever maintenant pour préparer le suivant? Donc tout de suite, on voit qu'il faut prendre plus au début. On va prélever 200 microlitres que je mets dans ce tube. Voilà mes 200 microlitres d'échantillon initial. En parallèle, maintenant, voilà ce que ça me permet. Parce que tout le monde, s'il vous plaît, est-ce que je peux préparer un demi, un quart, un huitième directement à partir de là? Bien sûr qu'on peut. Je peux préparer un demi ici, préparer un quart ici, un huitième ici. Seulement, le problème, on n'aime pas faire ce genre de choses parce que ça veut dire qu'on utilise trop l'échantillon. On peut le souiller, on peut le renverser, on peut. Donc, on limite la manipulation de notre échantillon biologique. Et là, donc on prélève une fois 200 microlitres, je prends de l'eau distillée, et là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prélever 100 d'ici,
c'est mon échantillon X avec de concentration C inconnue, je prélève 100 et je les mets dans l'autre tube. Maintenant, dans cet échantillon, on n'a que 100 microlitres. Et là, c'est facile. Comment j'obtiens la dilution 1,5? Il suffira que j'ajoute le même volume d'eau. Et j'obtiendrai une concentration 1,5 C. Et pour préparer le suivant, une fois qu'on a compris le premier, ça y est, de celui-là, qui est à concentration 1,5 C, je vais prélever 100 microlitres. Ça y est, j'ai obtenu mon échantillon prêt. C'est pour ça que je mets en rouge ici 100 microlitres à chaque fois. Et celui-là, je vais le diluer encore. Et j'obtiens la moitié de celui-là. Ça, c'était 1,5 C. Celui-là devient 1,5 de 1,5 C, c'est-à-dire un quart de la concentration initiale. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la concentration ou à la dilution qu'on vous a demandé. Ici, je me suis arrêté. Si c'était le dernier tube, ça veut dire que les derniers 100 microlitres, je les jette. Hein. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Les conclusions, on obtient quoi? On obtient notre échantillon qui est de plus en plus dilué. Voilà ce qui a été fait donc pour faire les dilutions en cascade. Je répète que demain, si je vous dis qu'on fait des dilutions dans un exercice au dixième, qu'est-ce qui change? C'est les volumes qui changent. De 10 en 10, ça voudra dire que je prendrai un volume que je mets là et j'ajouterai 9 volumes. C'est ça que ça veut dire un dixième. Ça veut dire que je prends un volume d'échantillon et je le mets dans 10 volumes dans 10 volumes final. Quand je dis un volume, ça veut dire que je ne fixe pas si c'est 1 millilitre ou 2 millilitres ou là, c'est tout. Donc je prends un volume et je le retrouve dans ici 2 volumes quand j'ai fait la dilution. Quand c'est par 10, je prendrai un volume d'ici et j'ajouterai 9 volumes d'eau. Comment je le dilue encore 10 fois? Je prendrai un volume d'ici et j'ajouterai 9 volumes d'eau et ainsi de suite. Donc si la cascade change, il ne faut pas que ça vous perturbe. Si demain je dois décider de donner un exercice en évaluation, ça peut être la chose que je vais changer. Je vais dire de 4 en 4, de 10 en 10. Donc une fois que c'est compris le comment, ça y est. D'autant plus que le calcul, s'il y a des calculs à faire, vous le faites une fois. C'est là, quand vous trouvez comment on fait le premier tube, vous saurez comment on prépare tous les autres, puisque chaque tube est préparé à partir du précédent. Alors, on obtient une courbe étalon. Alors, la courbe étalon, j'aurais dû... Excusez-moi, je vais faire quelque chose. Ça, je le mets après, que ce soit clair. Et vous voyez ce que je fais là? Allez. Alors, tout le monde, avec quoi j'ai obtenu cette courbe étalon? Avec des points de gamme. Où sont les points de gamme? Les voilà. 25, 50, 75 et 100. C'est mes concentrations, c'est mes solutions Hadouk de concentration connues. Or, il se trouve ici, vous voyez, par rapport à l'exercice, mes points sont bien alignés et la courbe passe par le zéro. Mais si elle ne passait pas, je n'aurais pas eu mal à la tête. D'accord? Dernière petite remarque aussi pour les courbes étalons, parce que je sais que j'en aurai. Beaucoup vont me tracer ça en faisant ça. Parfois, vous tracez des points en faisant ça, ça, ça. Vous suivez les points. Non, non, il ne suffit pas de suivre les points. Même s'ils ne sont pas bien alignés,
il faut passer par le maximum de points et faire la moyenne. Genre, elle passe entre les deux. Vous voyez, celui-là, il est en dessous, celui-là, il est au-dessus. Je fais une moyenne. Très bien. Une fois que ça est fait, vous êtes d'accord que ça, notre gamme étalon a été construite avec les valeurs connues de concentration et quelle est la DO qui correspond. Ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer la concentration de l'échantillon X. Pour X, quelle était l'absorbance? Alors, l'absorbance pour X, je n'ai pas l'énoncé devant moi, bien sûr. Alors, pour X, elle est de 1,52. 1,52, 1 et 0,8. Et bien, automatiquement, non, ça, je ne vais pas faire ça, on est là. Alors, on est là. La concentration, oh, pardon, oh là là. La concentration pour l'échantillon X non dilué est de 1,52. Ma gamme s'arrête où? Elle s'arrête à DO égale 0,6. J'arrondis. Hein. Est-ce que je peux déterminer à quelle concentration correspond une DO qui est au-dessus de ce 0,6? Non, puisqu'on a dit qu'on ne prolonge jamais une gamme étalon. Donc, dès le départ sur notre tableau, je peux éliminer le point 1,052, c'est-à-dire l'échantillon pur dilué au demi et au quart. On ne peut pas déterminer leur concentration dans cet exercice. Par contre, à partir de 1/8, on a une DO égale à 0,457. DO égale 0,457 correspond à une intensité de coloration. Je prolonge la gamme et je trouve une concentration de 80 microgrammes par microlitre. Pour la division 1/16, on avait une DO de 0,239, on trouve 41 microgrammes par microlitre. Enfin, pour 1/32, on a 0,118 qui, lorsque je projette, correspond à 20-21 microgrammes par millilitre. Donc, ça y est, on a déjà tracé une gamme étalon dans le premier, on a projeté, on a fait les commentaires, c'est-à-dire ce que j'appelle les commentaires dans un exercice. Pour les tubes, alors attendez une seconde s'il vous plaît. Ah, on est parti. Ça va pas. Ok, c'est pas grave. Alors, on vous demande le calcul de la concentration moyenne. Donc, je reprends le tableau. Voilà l'échantillon, les échantillons, 100, dilution, 1/2, 1 quart, 1/8, 1 16e, 1 32e. Les absorbances que nous avons obtenues, la lecture que nous avons fait sur la courbe étalon, je dis que pour les 3 adobins, on est hors gamme, donc je ne déterminerai pas de concentration. Et enfin, je sais ce que je vais faire. Hop. Voilà. Aïe. Alors, pour les concentrations, nous avons obtenu 80, 41 et 20 microgrammes par microlitre. C'est les valeurs que je viens de lire sur la gamme étalon. Maintenant, on vous demande de calculer la concentration moyenne. Je sais que spontanément, beaucoup d'entre vous vont me dire quoi? Allez, que quelqu'un me dise comment vous calculez la concentration moyenne. Et pas quelqu'un qui a vraiment déjà compris, quelqu'un qui se pose la question. Allez, je vais demander à quelqu'un.
Talbi Tinhinan, vous voulez bien? Oui, madame. Tinhinan. Voilà, je vous ai donné. Oui. Alors, comment on fait le calcul de la concentration moyenne? Là, madame, Donnez-moi la j'ai fois. pas bien Oui. compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Dites-moi. Oui, ça exactement. Mais هكذا, Facteur spontanément. Non, خلينا le facteur de dilution. ouais. Est-ce que vous avez compris que on a trouvé les concentrations? C'est ce qu'on vient de Oui, faire dans oui. la courbe étalon. Très bien. Maintenant, Ouais. quand on vous demande de calculer la moyenne, Thomas spontanément, واش ديري؟ هذه plus هذه plus هذه divisé par 3. Oui, Oui. concentration Oui, moyenne. oui, oui. La seule chose dont il faut se rappeler, c'est quelque chose que nous avons dit tout à l'heure. Le 80 microgrammes par microlitre, est-ce que c'est l'échantillon X qui a cette concentration? Non, Non, c'est X non. divisé par 8. C'est Ah X oui. divisé par 8. Voilà. Est-ce que c'est X qui est 41 microgrammes par microlitre? Non, c'est X divisé par 16. Parfait, ouais. Et vous voyez que c'est le double, Yaré. Et ben voilà, Oui. 80, 40. Et celui-là, c'est 1 sur 32. Donc, c'est le tube dilué. C'est juste pour ajouter, merci Ténélan, c'est juste pour ajouter cette information que nous avons déjà vue à l'école. C'est que lorsqu'on a fait des dilutions, on n'oublie pas de revenir au facteur de dilution. Ça, c'est l'échantillon dilué 8 fois. Donc, lorsque je reviens à la concentration de X, c'est 80 fois 8. Celui-là était dilué 16 fois. Donc, la concentration, c'est 41 fois 16. Ça, c'est l'échantillon. La concentration de l'échantillon dilué 32 fois, elle est de 20 microgrammes par microlitre. Donc, si je veux savoir par rapport à l'échantillon non dilué, ben, je vais remultiplier par 32. Et on obtient 640. Et la concentration moyenne est de 645 microgrammes par microlitre. Ce qui est insensé, ça aurait été de faire 80 plus 40 plus 20. Parce que c'est comme si vous faites la moyenne de pommes, de jus de pomme et de concentré de pomme. Je ne peux pas faire une moyenne pour déterminer une concentration en utilisant des concentrations qui sont différentes. Là, c'est juste comme si j'avais mesuré 3 fois la concentration. Je l'ai mesurée en la diluant 8 fois, puis j'ai mesuré en la diluant 16 fois, puis je l'ai mesurée en diluant 32 fois. Mais la concentration qui m'intéresse,